Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui fait beaucoup de bruit au Togo. La prise de parole de Marguerite Gnakadé, l'ancienne ministre des Armées. Oui, bonjour. Sa 3e sortie, là le 12 juin dernier, a vraiment déclenché une tempête médiatique. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour décrypter tout ça, on s'appuie sur plusieurs articles et analyses publiés par notre rédaction Africaine 24. Tout à fait. On a notamment un éditorial qui défend sa démarche, Gnakadé, le courage de briser le silence. Il y a aussi une analyse de fond, Marguerite Gnakadé, voix dissidente, et puis une réponse très très critique de Peter Tchalaou. Une réponse cinglante même, c'est le titre. Bon, l'idée, c'est d'essayer de démêler un peu les arguments des uns et des autres, de comprendre les vrais enjeux derrière cette polémique. Exactement, on va explorer ça en profondeur. Et avant de plonger dans le vif du sujet, on vous invite bien sûr à vous abonner à Africaine 24, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'hésitez pas à partager ce contenu, cette analyse, sur vos réseaux, WhatsApp par exemple. Ça permet d'alimenter la discussion. Alors, par où commencer? Peut-être par l'acte de Gnakadé elle-même, sa démarche. Oui, qu'est-ce qui caractérise cette prise de parole? Elle s'adresse à qui principalement? Eh bien, elle s'adresse directement aux militaires, aux forces armées togolaises. Ça, c'est un point central. Et son message, c'est quoi au juste? Le message clé, c'est un rappel à l'ordre, si on peut dire. Elle leur rappelle leur mission, protéger la population. Elle dit, et c'est cité dans nos sources, « Vous n'êtes pas les ennemis du peuple, vous en êtes les fils ». Fort comme message. Et pourquoi est-ce que certains, comme l'éditorial d'Africaine 24, voient ça comme un acte de courage? Et parce que dans le contexte politique togolais, apparemment, les anciens ministres, les anciens cadres, ils gardent souvent le silence une fois qu'ils quittent leurs fonctions, surtout sur des sujets aussi sensibles que l'armée. Donc, briser ce silence, c'est ça la rupture? C'est perçu comme ça, oui. Une rupture avec une certaine culture de la réserve, voire de l'autocensure, comme le suggère une des analyses. D'accord. Mais tout le monde ne voit pas ça d'un bon œil. La réponse de Peter Tchalaou, publiée aussi sur Africaine 24, elle est, disons, très différente. Ah oui, là, on change complètement de ton. Tchalaou, lui, il attaque frontalement. Son premier angle, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est-à-dire? Et il lui reproche d'avoir servi le régime avec zèle pendant des années et de venir le critiquer seulement maintenant. Il met en avant son passé, son mariage avec Ernest Gnassingbé, une figure du système, pour souligner une forme de complicité passée. Et il ne s'arrête pas là, si j'ai bien lu. Il parle aussi de sa gestion quand elle était à la tête de la BTCI. Oui, c'est ça. Il évoque, mais attention, sans donner de chiffres précis, dans sa tribune, c'est important de le noter, il évoque une gestion qui aurait été marquée par des brimades, des détournements présumés à la banque togolaise pour le commerce et l'industrie. Des accusations graves donc. Et sur son passage au ministère des Armées? Là aussi, le bilan est jugé nul, selon Tchalaou. Il va même jusqu'à dire qu'elle aurait transformé le ministère en épicerie personnelle. Des mots très durs. Carrément. Épicerie personnelle. Donc, pour Tchalaou, sa motivation, ce n'est pas le courage ou la conviction, mais plutôt la rancœur. Une sorte de revanche après son départ du gouvernement. C'est exactement son analyse. Il part d'une démarche revancharde suite à une révocation qu'il qualifie de salutaire. L'objectif est clair, la décrédibiliser totalement, la présenter comme une profiteuse, je cite encore, reconvertie en résistante de salon. C'est une attaque ad hominem assez classique finalement. Mais les autres textes d'Africaine 24, ils proposent une lecture différente, non? Oui, et c'est ça qui est intéressant. Ils mettent en avant le droit à ce qu'ils appellent la lucidité tardive. La lucidité tardive, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée fait qu'on a le droit de changer d'avis. On a le droit d'évoluer, de porter un regard critique sur un système qu'on a connu de l'intérieur, même si on y a participé. Le passé ne devrait pas interdire la parole présente ou future. D'accord. C'est une défense du droit à la dissidence, même pour quelqu'un qui vient du sérail. Et comment ces analyses jugent-elles la méthode Tchalaou? Elle la voit comme une tactique d'évitement. En attaquant la personne, Tchalaou éviterait de répondre sur le fond, sur le message de Gnakadé concernant l'armée par exemple. Il n'y a pas de contre-argumentation sur ce point précis.
Pas vraiment, selon ses analyses. Elle souligne l'absence de réfutation factuelle des propos de Gnakadé sur l'armée et aussi le manque de preuves pour étayer les accusations très graves portées contre elle concernant sa gestion passée. Donc, on suggère que c'est une stratégie classique, délégitimer le messager pour ne pas avoir à discuter du message. C'est un peu ça, oui. Un mécanisme de défense assez courant quand une critique vient de l'intérieur. D'ailleurs, un des éditoriaux note que le pouvoir a souvent plus de mal à gérer ses ruptures internes qu'une opposition externe bien identifiée. Ce qui pourrait expliquer la virulence de la réaction finalement. Possiblement. Certains observateurs cités dans nos sources pensent que si la réaction est aussi forte, c'est peut-être parce que le message de Gnakadé, notamment aux militaires, a touché un point sensible. Ça fait mouche, en quelque sorte. Alors si on essaie de prendre un peu de hauteur, au-delà du cas personnel de Marguerite Gnakadé, qu'est-ce que cette affaire révèle sur des enjeux plus larges? Elle soulève plusieurs questions importantes, je crois. D'abord, cette question du droit à rompre avec son passé politique, le droit à l'erreur, à l'évolution. Est-ce qu'on est défini à vie par ses engagements passés? Et puis il y a la question de la nature du débat public, non? Où finit la critique légitime et où commence l'attaque personnelle? Exactement. Quelle est la limite? Est-ce qu'on débat des idées, des bilans, ou est-ce qu'on cherche juste à détruire la réputation de l'adversaire? Ça interroge la qualité du débat démocratique. Des sources parlent aussi de l'importance potentielle de ces voix dissidentes internes pour une maturité politique. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'idée, c'est que le changement ou l'évolution d'un système politique peut aussi venir de l'intérieur, de ceux qui le connaissent bien, qui en voient les limites de l'intérieur. Même si leur prise de conscience est tardive, leur témoignage peut avoir une valeur particulière. Donc pour résumer la situation, on a une ex-ministre, figure du système pendant un temps, qui décide de parler, de rompre le silence sur un sujet très sensible, l'armée, qui se retrouve immédiatement confronté à des accusations d'hypocrisie, d'opportunisme, avec son propre parcours utilisé comme principale arme contre elle. C'est vraiment ça la tension centrale. Ce qui nous amène peut-être à une question de fond pour conclure cette analyse. Oui, une question qui dépasse le cas Gnakadé. Dans un système politique qui connaît une forte continuité, des décennies avec les mêmes cercles au pouvoir, quelle place, quelle crédibilité on accorde à une critique quand elle vient de quelqu'un qui a été, de près ou de loin, associé à ce système? Est-ce qu'une prise de conscience, même tardive, peut être sincère, crédible? Peut-elle être un vrai levier de changement? Ou est-ce qu'elle sera toujours suspecte, vue comme une manœuvre? C'est une question ouverte, je pense, et elle est cruciale pour comprendre comment le changement politique peut advenir, ou pas, dans de tels contextes. Absolument. Une réflexion importante à poursuivre. Voilà qui conclut notre exploration de cette affaire Gnakadé. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et n'oubliez pas, pour approfondir et suivre l'actualité, abonnez-vous à Africaine 24. Et partagez cette discussion sur vos réseaux sociaux, comme WhatsApp, pour que le débat continue. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.